J'ouvre un recueil de poèmes retrouvés, de poèmes de jeunesse, de George Pon, et je tombe sur un très très bref poème, lancé comme une flèche dans le cœur de ce que j'ai à ouvrir ce soir. Ça s'intitule Sémantique, et ça dit, c'est quelques phrases. Il y a un seul mot que chacun a le devoir de définir pour lui-même, le mot « nous ». There is the one word which one must define for oneself, the word « us ». Alors ce devoir, donc en tout cas cet effort qu'il nous dit que chacun doit soutenir pour lui-même, ce serait bien de le partager, de dire qu'on en a grand besoin. Hein? Nous, vous connaissez la chanson. Hein? Et puis je pourrais partir d'une autre page, la page de titre que la romancière Emmanuelle Pagano, auteure par ailleurs de merveilleux textes sur les rives, les rivières, les lignes d'eau, lignes et fils, ou lignes et fils, on ne sait pas comment le dire, c'est l'un de ses titres. Mais en l'occurrence, le titre qu'elle a donné à l'un de ses livres de fiction, Nous en nous. Nous en nous, c'est un recueil d'histoires où chaque séquence est occupée à dire la forme précise d'une relation d'amour. Alors nous en nous, cette formule emporte, elle entraîne, elle a la justesse du poème, infaillible. On y reçoit le nous comme une sorte d'appel, oui, faisons-le, nous en nous. On y entend que dans le nous, quelque chose se noue, doit se nouer et pourra donc aussi bien se dénouer. On y devine aussi que penser et éprouver, le nous amoureux, le nous deux, hein, comme disait Henri Michaud, nous deux encore. On se dit que le penser et l'éprouver, ce nous deux, c'est peut-être même pas inutile à une réflexion sur le commun. Et puis on pressent que quelque chose pourrait cependant très vite se mettre à bégayer, nous en nous, ou à s'enquister dans la prolifération du nous, dans un abus du nous, de certains nous très noués que l'on connaît bien. Et puis on comprend enfin qu'il revient sans doute à la littérature de creuser les scènes possibles du nous, des nous, puisque c'est bien de langue, de paroles, de phrases, de tours de parole et de tours de silence, et pas seulement de communauté ou de groupe, qu'il est avec nous question et que donc peut-être on pourra trouver des appuis ou des alliés ou des prises chez des poètes. Une guerre des nous et pas vous, nous et pas eux, surtout pas eux, c'est comme ça que s'énonce souvent aujourd'hui la question politique. Et dans la compréhension des enjeux de cette question, comme de cette guerre, une attention à la parole pourrait être au moins d'un petit secours. C'est le nous qui s'est senti vaciller pendant les attentats de 2015. Les événements nous ont obligés à remettre sur le métier le nous diffus et vague, relâché, incertain que nous formions. C'est Mathieu Riboulet qui le disait comme ça. Et ce qui s'est singulièrement manifesté, c'est pas exactement qu'un « eux » a attaqué un « nous », un « dehors », un « dedans ». Non, l'effroi, c'était que c'était une partie de nous qui s'était retournée contre nous. Et puis c'est aussi le « nous » qui est en question dans la crise des réfugiés, ou plutôt dans la crise de l'accueil et de l'hospitalité et même de l'imagination que connaît aujourd'hui l'Europe, les gestes d'hospitalité ou au contraire leur refus, voire leur criminalisation nous disent, ou du moins nous demandent, où nous en sommes dans la constitution d'un nous. Vous avez peut-être eu connaissance d'un tag qu'on voyait, alors c'est pas celui-ci, il est tout dans le nœud justement de poser la question, de nous demander de mettre tout ça sur le métier, mais le tag auquel je voulais faire référence, on le trouvait sur certains murs de Paris et il ouvrait une scène grammaticale, une scène pronominale étonnante et drôle et très belle. Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français. Étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français. Alors il y a un retour à nous. C'est le titre que j'ai donné à ce petit moment ce soir. Le pronom résonne fortement, à la fois comme un espoir et puis comme un tourment.
sans aucun doute. On entend bruire un appétit évident pour sa force, pour sa chaleur, mais on constate aussi évidemment des abus de nous, des nous très hâtivement formés, et ce serait bien donc de se demander ce qu'exactement il est dit, ce qu'exactement on veut dire, on espère, à chaque fois qu'on dit nous. Alors il y a une actualité savante à cette interrogation, et parmi les gens que vous avez peut-être entendus hier soir, si vous étiez déjà là hier soir, il paraît que c'était formidable et très joyeux, et tout dans le futur. Il y a une actualité savante donc à cette interrogation. Des historiens, des philosophes se sont posés cette question, tournent autour de ce foyer du pronom nous. Ils ouvrent des enquêtes sur tous les nous d'aujourd'hui, dans leur intensité, leur fragilité, leur cohésion ou leur dispersion, et au fond, dans une interrogation sur toutes les manières que nous pourrions avoir de nous sentir partie prenante d'un véritable pluriel. Du point de vue des sciences humaines, il s'agit notamment de réfléchir à nouveau frais à la formation et au devenir du nous européen ou occidental, du nous moderne ou du nous humain. Que devient par exemple le nous des vivants humains dans leur côtoiement avec la nature, puisque désormais on sait qu'elle n'est pas seulement notre décor, mais quelque chose comme un partenaire, un voisin, une série de voisins compliqués aussi, de voisins irascibles, et parfois même une personne juridique. C'est l'un des enjeux de l'anthropologie contemporaine, justement quand elle essaye d'écouter, de s'adresser, d'entendre parler un vaste pluriel de formes de vie, et puis surtout de se placer au cœur de leur intrication. Nous les arbres, vous avez peut-être vu cette exposition à la Fondation Cartier. Nous les arbres, nous les vivants. Latour, Haraway, Eduardo Kohn, Nana Tsing, Vinciane Després, partout il s'agit de penser, à partir des pratiques du monde, de nouveaux liens, de nouveaux attachements, de nouvelles façons de se rapporter à ces autres vivants, à ces voisins, je disais, ces voisins aussi qu'on est parfois triste de sentir partir, que sont les bêtes, les forêts, les glaciers. Je sais qu'hier soir intervenait ici Baptiste Morisot. Vous connaissez peut-être le premier livre qu'il a fait connaître, qui s'intitulait « Les diplomates », sous-titré « Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant ». Alors des diplomates, c'est ce qu'on est appelé à devenir, ou des traducteurs, non pas des maîtres et des possesseurs, donc, mais dans une écologie des relations, des gens capables de composer avec d'autres, de recevoir quelque chose de ces autres vivants, d'entrer en commerce avec eux, sans pour autant se hâter d'en faire des sujets identiques à nous. Et tout ça, ça transforme en retour notre propre nous. Chez les historiens, cette question du nous, elle est aussi très vive. Et vous êtes peut-être sensible à la façon dont, dans les textes de sciences sociales, en fait, on parle très vite au nous, comme si on s'entendait, sur le point depuis lequel on observe le monde, le reste, et tous ces pluriels. Avec les historiens, avec plusieurs d'entre eux, en tout cas, ceux qui ne se font pas taper dessus le samedi matin à France Culture, c'est le nous européen qui est appelé à vaciller, ou plutôt à prendre en responsabilité sa propre historicité. C'est ce qui arrive, c'est ce qui advient dans les entreprises d'histoire connectée qui insufflent leur grande respiration. On pense bien sûr à l'histoire mondiale de la France, dirigée par Patrick Boucheron. Et dans ces travaux, ce dont il est question, c'est d'essayer d'empêcher les récits de se souder trop vite, d'entretenir les fables d'un nous continu. Par exemple, ce que Patrick Boucheron appelle le nous flatteur d'une Europe continuellement gréco-latine et résolument chrétienne. Il s'agit de dépayser notre propre passé, qui soit plus tout à fait nôtre, de ne pas nous y installer à notre aise, comme en terrain conquis. Il s'agit, je cite, de faire que notre histoire devienne moins évidemment à nous, qu'elle nous intrigue et nous étonne, et que l'on cesse surtout de prétendre entretenir avec elle un rapport d'immédiate connivence. La philosophie aussi, elle participe aussi de ce questionnement.
Tristan Garcia a publié il y a quelques années un très bel essai intitulé justement « Nous ». Il retrace toute l'aventure de l'émancipation, ou plutôt des émancipations modernes, c'est-à-dire la venue à la visibilité sur la scène sociale, sur la scène intellectuelle, sur la scène politique, de collectifs qui étaient auparavant inaudibles. Ces collectifs sont conçus comme autant de nous différents, proliférants, contradictoires, nous les femmes, nous les noirs, etc., mais qui peuvent se croiser à l'intérieur de chaque individu. Et Tristan Garcia s'interroge sur la multiplicité, la variation, l'espèce de brouhaha interne qui marque aujourd'hui toute identité individuelle. Et il part aussi à la recherche des sortes de socles d'identification qu'il y aurait vraiment, peut-être, au fond de nous. Il s'applique à montrer la fragilité, en fait, de chacun de ces socles ou de chacune de ces contraintes d'appartenance, l'espèce, le genre, la race, l'âge, etc. Et puis il explique comment à notre époque, qui n'y croit plus tellement, on maintient malgré tout ces catégories dans beaucoup d'usages stratégiques quand il s'agit justement de sortir de situations d'invisibilité. Et puis il conclut à l'espoir d'un rapport souple à l'identité qui ne forcerait ni les différences ni les ressemblances. C'est une question d'identité dans ce livre-là, une question d'appartenance, une question en qui. Qui es-tu ? Qui te sens-tu être ? Qui voudrais-tu être ? Il a raison de poser la question du nous sur ce terrain-là, de l'engagement et des émancipations, mais alors il est écrivain aussi, il est romancier, il n'est pas poète, c'est peut-être pour ça, donc il n'a pas tout à fait d'intérêt, disons, ou d'oreille pour le pronom, pour le mot « nous » lui-même. Il n'ouvre pas vraiment cette question-là, il n'entre pas vraiment sur cette scène de la grammaire. Son sujet est plus vaste et plus précis en même temps, ou plus simple. C'est la grande question de la communauté, des communautés, question très très contemporaine, des communautés et de l'appartenance de chacun d'entre nous aujourd'hui à une pluralité de cercles détourés, comme ça. Dans le grand ensemble de tous, il y a des cercles qu'on détourne, comme avec un compas, tous, les vivants humains, hop, qui sont des femmes, les vivants humains qui sont des femmes de moins de 70 ans, enfin, etc. Des cercles d'identité, donc. Des cercles identifiants, des foyers de fidélité, de traits ou de revendications, au centre desquels chacun donc a à se situer. Et puis donc il se demande ce qu'il en est de l'identité contemporaine, une identité faite d'inclusion plurielle et d'exclusion multiple. J'aime bien laisser tomber mes feuilles par terre. Je les ramasserai plus tard. D'inclusion, d'exclusion, c'est-à-dire d'appartenance contradictoire, et puis il conduit la question du pronom vers celle d'une multiplicité de noms de groupes, les femmes, les homosexuels, les Français, les vivants. Alors je ne sais pas si c'est d'une politique des noms communs, que nous avons avant tout besoin. Parce qu'avec les noms, on est obligé d'élire, de choisir, de chercher et puis de décréter, de décider le nom propre du sujet politique, de dire quel est le bon nom du sujet politique. Le seul, celui qui vaut, le travailleur, le producteur, le migrant, le citoyen, le peuple. Ça serait une politique des noms. Alors que les pronoms, je vais y venir, parlent d'autre chose. Ils parlent de distribution de place, de partage réel ou de partage impossible. Et comme je le disais tout à l'heure, ils parlent de tours de parole et de tours de silence. C'est un peu une autre affaire. Et ça vaut le coup de poser ces questions à l'intérieur d'un théâtre. Et puis l'imaginaire de l'espace, la géométrie qui anime l'ensemble de cette démarche, le découpage en cercles gigognes, conduit à des affaires d'identification et d'appartenance de tout sujet à de plus vastes ensembles qui existent autour de lui comme des contenants, ou comme des niches, ou comme des nids. Un nid, pour quoi faire, comme dirait Cadio. Alors ça permet de mettre en lumière
les identifications contradictoires auxquelles on est tous soumis et entre lesquelles on doit tous faire notre chemin politique. Une femme blanche homosexuelle, par exemple, à quel nom s'identifiera-t-elle, à quel nom, à quel cercle s'identifiera-t-elle pour espérer plus de liberté? Tout est une question de priorité entre les cercles, dit Tristan Garcia. Et d'ailleurs, et c'est une analyse, une très belle analyse, de temps en temps, dit-il, à certains instants importants de notre vie, notre ordre des nous change soudainement et la forme même de nous se transforme. Nous nous sentons bouleversés et convertis, défroqués de nos anciennes convictions. Chacun a fait l'expérience de changer en soi la priorité de ses appartenances et de voir alors se transformer sous ses yeux le découpage de tout ce qu'il perçoit, comme dans une sorte de redistribution des calques de ces cercles aux intersections desquels on se sent pris. La question est belle, elle est forte, et puis c'est vrai qu'on l'a tous senti à un moment donné. Par exemple, moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu comme un homme. Je ne me suis pas du tout sentie appartenir à un cercle détouré et particulier dans la question de l'identité de genre. La question est forte, elle est belle, mais ce n'est pas là exactement poser le problème du nous, ni même celui du commun, qui implique d'interroger non pas des ensembles, des poches, des découpages à l'intérieur d'un tout ou d'un tous, mais qui implique de se demander ce que peut être un sujet collectif. Alors Tristan Garcia, qui est formidable, il se montre pourtant très peu sensible à la question pronominale, au point que, par exemple, nous sommes tous des juifs allemands, ou nous sommes Charlie, en vérité c'était plutôt je suis Charlie, ou es-tu Charlie, lui apparaissent comme des énoncés menacés d'inconsistance, s'écroulant, susceptibles de s'écrouler sur eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas aboutir à des identifications littérales. Non, on n'est pas vraiment des juifs allemands, ou non, on n'est pas vraiment Charlie, ou pas exactement, ou pas tout à fait. Mais c'est peut-être accorder trop peu d'importance à ce qui se dépose et s'invente dans des scènes comme celle-là. Par exemple, pour « Je suis Charlie », ça consistait pas tellement à renvoyer tout un chacun à une question identitaire en le sommant d'y répondre et d'y répondre en entier, les yeux dans les yeux, en êtes-vous ou pas. Ça consistait plutôt à proposer le partage d'un deuil. Il ne s'agissait pas d'endosser une propriété, il s'agissait aussi et peut-être surtout d'endosser une blessure, de la faire sienne. C'était quelque chose comme une formule d'hospitalité. Et peut-être pas tellement, ou pas seulement, ou j'espère pas seulement, une formule d'identification. Alors, parler de nous, parler du nous, parler pour nous, ça supposerait donc de se pencher sur des choses d'un ordre un petit peu différent, une attention à la langue, une patience, une intensité de questions dans le rapport à la langue et à ces scènes. Et c'est là qu'on peut, avec confiance, aller chercher chez des écrivains et puis chez des lecteurs des manières de se mettre durablement à l'écoute de ça. Parce que dans les pronoms, il se joue des choses, des liens qui ne se jouent nulle part ailleurs dans la langue. Et ça vaut le coup d'aller y voir. Ça ouvre des mondes de sens assez surprenants. À la représentation spatiale de cercles concentriques ou intersectés, et là on peut en mettre autant qu'on veut, ça reste une affaire d'intersection, de cercles d'identification. En fait, la parole a beaucoup de choses à objecter. Elle oblige à entendre dans nous bien d'autres choses, à éprouver que je n'est pas dans nous, comme un exemple dans un ensemble, que d'ailleurs nous n'est pas un dans, un contenant, une niche, que nous ne découpe pas un sous-ensemble dans le grand cercle de tous, que c'est une autre manière d'être à plusieurs, en fait, dire nous ou pouvoir dire nous. Alors c'est peut-être le plus grand linguiste du siècle dernier. Moi j'ai du mal à dire
du siècle dernier, parce que je pense que j'y serai jamais dans le 21e, mais donc on y est, donc c'était derrière, quoi. Benveniste, Émile Benveniste, qui a donné de la question du nous la description peut-être la plus fine. C'est une description qui surprend, qui déplace, et qui invite à rouvrir la question politique en posant le problème du genre de sujet, qui est donc le sujet collectif. Pas la collection de sujets, pas l'agrégat de toute une quantité de sujets, mais un sujet collectif. Et Benveniste a noté et retenu, et un peu exagéré en fait, mais penser c'est souvent exagéré à plusieurs, donc on peut suivre son exagération à lui. Il a noté ou voulu noter que dans presque aucune langue, nous n'est simplement construit dans la langue, dans l'étymologie, à partir du pronom « je ». Pour le français, il y a une grande différence entre le rapport entre « je » et « nous », et le rapport entre « il » au singulier et « il » au pluriel, où le passage au pluriel, eh bien, c'est le même pronom auquel on ajoute la marque de ce que c'est qu'un pluriel. Pareil pour « elle ». « Je » et « nous », ce n'est pas le même mot, pas du tout le même mot. « Nous » ne dérive pas de « je ». « Nous » ne pluralise pas « je ». Et il est clair, précise Benveniste, que l'unicité et la subjectivité inhérente à « je » contredisent ou interdisent la possibilité d'une pluralisation. On ne peut pas être plusieurs en même temps à dire « je ». J'y reviens dans un instant. C'est que « je » et « nous » sont des phénomènes de la langue, ce sont des positions dans la parole. Et la parole, elle organise autrement le singulier et le collectif. Il n'y a pas de passage possible au pluriel de la position de sujet actuel du discours. On ne peut pas parler ensemble. On ne peut pas réellement parler ensemble. On peut parler à tour de rôle. Parler, c'est même ça, en fait. C'est parler à tour de rôle, s'adresser et laisser à l'autre la place dans cet espace qu'on construit dans la parole pour tenir à son tour la position de celui qui dit « je ». Parler, c'est toujours parler à. J'ai appris récemment que Dante avait toute une réflexion très complexe sur l'origine de la parole et cherchait à savoir qui était le premier sujet parlant. Et il avait décidé que le premier sujet parlant, moi ça m'a fait grand plaisir, c'était Ève. Parce que Adam, dit-il, certes a inventé les noms, mais Ève, la première, parla au serpent. C'est parce qu'elle a parlé à quelqu'un, qu'elle est entrée dans dans cet échange que suppose la parole. On ne peut pas parler ensemble, on peut parler à tour de rôle. S'adresser à en soutenant sa parole et puis laisser celui d'en face faire la même chose. On peut parler à tour de rôle, on peut chanter ensemble, à l'unisson, on peut réciter ensemble, on peut prier en chœur, mais on ne peut pas soutenir la parole, le fait de la parole, d'une seule et même voix. Il y avait un phénomène assez intéressant à Nuit debout, quand certains soirs, les sonos étaient confisqués par les forces de l'ordre. Les gens, vous vous souvenez, c'était des tours de parole justement. Une personne prenait la parole devant une assemblée, parole brève qui devait l'être, et les gens avaient organisé la possibilité de ce qu'on appelle le microphone humain, c'est-à-dire que privé de la possibilité de faire porter la voix davantage par un micro et des enceintes, on découpait la foule, la masse des écouteurs, des gens du public, en plusieurs rangées successives, et chaque rangée avait pour mission de répéter la phrase qui avait été prononcée par celui qui parlait, et la rangée d'après répétait la phrase. Et c'était une très belle figure de cette idée que on ne peut pas parler à l'unisson, on ne peut pas parler d'une seule voix. Il y a quelqu'un qui prend la responsabilité de la parole, et quelqu'un d'autre ensuite pourra la prendre. Et c'est pour ça, donc, dans la pensée de Benveniste, que nous ne se construit pas avec des « je ». Le pronom « nous » n'est pas le pluriel du pronom « je ». Il est
précise Benveniste, la jonction, l'accord, le lien, la relation, la jonction, l'assemblage indéterminé de je avec du non-je. Le résultat d'un je qui s'est ouvert à ce qu'il n'est pas, qui s'est dilaté, qui s'est élargi, qui s'est altéré aussi. On pourrait presque dire que nous, c'est un certain état du je, le je qui parvient enfin à se vivre et à s'éprouver sous la condition du collectif. Donc l'écoute du pronom, ça change tout, ça oblige ou ça autorise à ne pas poser à nous la question du qui êtes-vous ? Qui est dans ce nous, qui n'y est pas ? Dans combien de nous sommes-nous ? Êtes-vous ? Suis-je ? Mais plutôt à se demander quel genre de forme il est, comment il se fait et se défait, comment alors on s'y adosse ou comment on s'en échappe. Jean-Christophe Bailly, que vous connaissez tous, s'est intéressé dans un très beau texte intitulé « Nous ne nous entoure pas ». Et je pense que vous entendez ce que ça peut signifier. Désormais, nous ne nous entoure pas. Nous n'est pas un contenant à l'intérieur duquel on pourra se glisser. C'est un texte qui est repris non pas en ouverture, mais au cours de l'élargissement du poème. Dilatation, élargissement, émancipation, en fait, tout ça, c'est la même chose. Et Bailly rappelle que si le pronom « nous » opère une jonction entre le « je » et le « non-je », la détermination de ce non-je, de cette autre chose à laquelle je me noue, la détermination de ce non-je précisément se dérobe. Quelque chose dans le pronom « nous » doit s'y limiter, par définition. Il y en aurait presque une preuve grammaticale. C'est la difficulté à quantifier au-delà d'un certain nombre. Donc nous, ce n'est pas vraiment dénombrable. On peut dire nous deux, on peut dire nous trois, on peut dire nous cinq, on peut peut-être dire nous 10. On ne dira pas nous 100, très difficilement nous 10 000. Il y a quelque chose qui s'y limite dans le pronom nous, puisque ce n'est pas un pronom de l'identification, c'est un pronom de la relation à quelque chose d'autre que soi. En sorte que, et là je cite Bailly, même si en règle générale le nous tel qu'il fonctionne dans l'usage quotidien est en fin de compte assez transparent, on sait très bien ce que dit celui qui parle ou ce qu'il veut dire quand il utilise ce pronom, il reste qu'il n'assigne aucune communauté à demeurer stable sous son appel, en sorte qu'au lieu de considérer cette indétermination, ce vague ou cette promesse, comme un manque, un problème, peut-être doit-on l'aborder positivement et décider de s'appuyer sur elle. Donc voilà ce qui vient quand on écoute le pronom. Ça a eu parfois des résonances tout à fait lourdes et terrifiantes même dans l'histoire. Par exemple, Bruno Karsanti s'est appuyé lui aussi sur ce phénomène de la langue pour méditer ce qu'il appelle la question juive des modernes, dans un livre qui fait de cette question juive des modernes l'un des foyers d'une philosophie de l'émancipation. C'est une analyse magnifique, à la fois très ouverte et très contrôlée, et lui aussi dialogue avec Benveniste, et avec les effets historiques de la profération du non juif, et de sa reprise dans un nous les juifs, qui est venu bien souvent du dehors et d'une sommation forcée d'identification. Alors Bruno Karsanti, il se penche sur un texte incroyable, une lettre ouverte de 1942, écrite par Marc Bloch et George Friedman, en réponse à ce qui était un appel de l'Union générale des Israélites de France. L'Union générale des Israélites de France, c'était une association créée en 1941 par Vichy, par le gouvernement de Vichy, et qui obligeait tout juif à s'y inscrire et à y apporter sa cotisation, à se déclarer donc, c'est-à-dire à s'exposer et à payer.
Et cette Union générale des Israélites de France, elle a publié donc un appel qui était intitulé « Nous, Israélites de France ». Juifs de France, donc, et pas exactement français, qui se trouvaient donc sommés de former une union, de répondre à l'appel du gouvernement de Vichy. Marc Bloch a rédigé une lettre signée par toute une série d'intellectuels juifs, dont benvenistes, qui commençait par ces mots « Monsieur, Israélites français, nous nous adressons à vous, etc. » Et déjà la modification qu'il imprimait à la formule « Israélites de France » en disant « Israélites français, monsieur », disait assez qu'il ne se reconnaissait pas d'autre avenir que français, c'est-à-dire incarné dans la société nationale, celle que le gouvernement de Vichy, justement, avait rompue. Et la force et la beauté et l'audace de l'analyse de Bruno Karsanti, ça consiste à imaginer le trouble, la gêne qui a pu toucher Benveniste, le penseur de la subjectivité dans la langue, quand il lui a fallu signer pour protester, en même temps qu'il ne pouvait que se rebeller contre l'obligation dans laquelle chacun se trouvait ici sommé de dire « nous ». Votre injustice et notre colère résonnent à chaque occurrence du « nous » dans cette lettre. Elle est déclenchée à chaque fois par l'obligation à dire « nous ». Le collectif ici n'aurait pas dû avoir à se dire, à se déclarer, à prendre cette forme. Dans le collectif plus large de la nation, ce « nous-là » était mal formé. Et c'est ce qu'une politique républicaine aurait dû empêcher, elle pour qui il devrait y avoir une libération à pouvoir dire « nous ». Alors voilà une mise en garde, l'exemple d'une mise en garde historique contre l'abus du « nous ». Et une mise en garde, je trouve ça très intéressant, enfin oui, il ne faut jamais dire ça quand on est tout seul à parler, mais je trouve que c'est très frappant, une mise en garde qui ne se formule pas au nom du « je », d'un « je » irréductible, comme s'il revenait au « je » de faire vaciller le « nous ». Ah non, non, moi je ne suis pas tout à fait comme ça, je, moi, etc. C'est pas ça la question. Il s'agit au contraire d'inviter à qualifier un type de nouage, le type de relation dont on doit être capable pour être socialisé dans la période moderne, c'est-à-dire pour appartenir, tout en étant le sujet d'une aventure d'émancipation. La question, ce n'est pas vraiment d'être absolument soi et de souffrir de ne jamais l'être tout à fait. Non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est celle des rapports linguistiques, politiques, qui sous-tendent la possibilité de dire « je », aussi bien que la possibilité de dire « nous ». Décidément, la question, c'est de se demander ce que nous, le nous, par conséquent aussi ce qu'il peut dénouer, et non pas le nom ni le nombre de ceux qui sont supposés pouvoir y être comptés. L'émancipation progressive de l'individu, ça n'implique pas qu'il s'arrache à la société, mais qu'il se rattache à elle d'une meilleure façon. Être libre et plus encore être heureux, ça n'est pas être sans lien, c'est être bien attaché, être bien tenu, et puis tenir à ce qui vous tient et à ce à quoi on tient. Donc la question n'est pas comment s'abstenir de dire « nous », comme s'il fallait mieux dire « je », mais bien au contraire, comment et quand vraiment s'assembler et vraiment le dire. Alors voilà comment une attention, disons, à la forme des pronoms, aux scènes d'existence communes qui nous sont proposées et qui sont instituées par ces mots-là, voilà comment l'approche par le pronom peut changer beaucoup de choses. Par exemple, quand on se demande, et mon camarade Martin Rueff l'a fait magistralement, quand on se demande, sans le décider trop vite, quel est le pronom du politique ? Et si même il y a un pronom du politique. Parce que rien, au fond, ne dit que nous soit le seul, ou soit le bon. Chez Rousseau, par exemple, le pronom « nous », c'est exclusivement le territoire de la relation d'amour, celui où s'abîme, où se précipite, pour le meilleur, passionnément deux « je »
alors que la scène politique chez Rousseau, elle naît d'une juste articulation entre tous et chacun, pas d'une juste articulation entre des chacun, parce que ça ne nourrait rien, ça serait la base du libéralisme, mais d'un certain type de nouage du chacun et du tous, joignant autrement le je et le non-je, imposant par exemple une conviction d'égalité, pensant l'indétermination démocratique plutôt que le dénombrement. Il s'agit de faire, dit Rousseau, que tous s'approprient le mot chacun. Il s'agit de faire que tous s'approprient le mot chacun. L'égale liberté peut-être, comme dirait Balibar. Et puis, on peut être sensible aussi, moi j'y suis sensible, à l'insistance actuelle d'une partie de la gauche pour dire que la vie politique repose sur la construction conjointe, assumée, combative d'un nous et eux. Et si nous est bien ici activé comme le pronom du politique, ça n'est pas comme le détourage d'un cercle identitaire, mais, et de façon indissociable d'un eux qui est lui aussi politiquement construit, en tant qu'il déclare et poursuit une conflictualité qui ne pose pas une question d'appartenance mais de lutte. Le nous et eux qui fonde l'action sur l'évidence du dissensus, ce nous et eux n'est pas une affaire d'identification mais de détermination d'une cause, une grande cause, une cause plus grande que moi, qui vaut la peine que je m'y risque et qui dise ce à quoi je tiens, puisque l'on ne tient pas tous à la même chose. C'est comme ça que ça se construit, ici, le nous. La question étant de savoir, d'éprouver à quoi on se noue et comment, et contre quoi, et comment contre, pas forcément en retournant violence contre violence, par exemple. Vous vous souvenez, vous n'aurez pas notre haine, c'était quelque chose qu'on lisait après les carnages du Bataclan. Alors, qu'est-ce que c'est que vraiment essayer de donner une signification matérielle présente au fait que nous n'est pas le pluriel de je, que nous n'est pas l'agrégation de plusieurs je? Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre à l'écoute de cette affaire-là de la langue dans laquelle on vit la politique et toutes ces dynamiques de prise de parole ou de privation de parole? C'est entendre que nous ne désigne pas, en tout cas ne devrait pas désigner tous ceux qui sont comme moi, mais tous ceux qui pourront être le je de ce nous, l'endosser, le reprendre à leur compte, tous ceux qui pourront parler au nom de nous, tous ceux que nous une cause, une lutte, en sorte que ce pronom-là, il est toujours, si je puis dire, en avant de lui-même, et il ne saurait jamais se confondre avec une logique d'identification ou d'appartenance. Il ne s'agit pas, avec nous, de dire qui je suis, de me déclarer « décline-toi, garçon », c'est ce que Novarina faisait dire à l'un de ses personnages, « décline-toi, garçon ». Il ne s'agit même pas de dire comme qui je suis, à qui je ressemble. Il s'agit de dire ce que nous pourrons faire si nous nous nouons, si nous nous y mettons à plusieurs. Le nous que nous une cause. Et là, peut-être il faut tenter un tour d'écrou supplémentaire, même si cette cause, comme c'est le cas dans la pensée féministe ou décoloniale, même si cette cause, elle naît précisément de la reconnaissance d'une identité commune ou d'une appartenance commune. Mais c'est justement qu'alors, dans des cas comme ça, l'appartenance, l'identité, l'expérience sont ressaisies, réarmées si on veut, comme les enjeux d'une lutte et même les instruments d'une lutte, et que l'appartenance n'y prend sens que comme expérience commune d'oppression et donc support possible d'émancipation. C'est comme ça, par exemple, que moi j'aime bien entendre les nécessités de non-mixité, les entendre de manière non pas clôturante, mais politique. Non, messieurs, laissez-nous là un temps. C'est ce qui explique aussi la différence fondamentale et le caractère pas du tout symétrique de deux énoncés comme « nous les Noirs » et « nous les Blancs ». « Nous les Noirs », c'est un énoncé d'émancipation. « Nous les Blancs » ne pourra jamais être un énoncé d'émancipation. Il y a une différence de formation du sens, il y a une différence de dignité politique,
Et ça explique, par exemple, que l'on puisse dire, avec l'un des éditorialistes du Washington Post, que Trump est le premier président blanc de l'histoire des États-Unis. C'est le premier président blanc de l'histoire des États-Unis. Nous, donc, ça n'existe, au moins en droit, que d'éclos. La dilatation, dit Benveniste, le jeu qui s'est dilaté. En sorte que nous, Français de souche, n'a pas de sens. Pas de sens pour nous, pas d'honneur. Nous, Français, en a, et même beaucoup, si la nationalité s'acquiert et se donne. En a, par exemple, dans l'attention au pays porté par Jean-Christophe Bailly, dans le dépaysement, Voyage en France, c'est peut-être un livre que vous connaissez, qui réfléchit à une émotion qui n'est pas celle de l'appartenance, mais celle de la provenance, le départ d'une ligne, qui se dilate, justement, qui s'illimite dans le temps. Ce n'est pas une origine, ce n'est pas le retour vers un point, c'est là où la vie est venue pour moi, j'en viens, et puis la vie a fait une ligne, serpentant entre ces méandres que je suis ces méandres-là, et rien de plus. Mais nous, Français, peut perdre tout sens moral, ça ne vous a pas échappé, quand il devient un pluriel dénombrable, détourant un espace fermé comme un enclos, incapable de s'infinir, comme s'il y avait là un pluriel suffisamment soudé pour faire un sujet, et capable de tenir un discours sur lui-même. Et dire ça, c'est pas faire le malin ou c'est pas faire la gentille, c'est écouter la langue et l'historicité dans la langue. Nous, et par définition illimitant, non pas indéterminé, au contraire, il est très déterminé par des idées de lien, par des luttes, par des idées d'avenir qui justement le fondent en sujet collectif, en sujet de la possibilité d'une parole et d'une prise de parole. Donc pas indéterminé, mais illimitant, c'est-à-dire bien décidé à ne pas compter ses membres. En sorte qu'il n'y a pas de vertu mécanique du nous. Nous ne vaut que ce que vaut la cause qu'il place en avant de lui-même, c'est-à-dire l'idée vers laquelle il tend et pour laquelle il lutte. Peut-être ne vaut-il donc que lancer avec ferveur, c'est-à-dire avec colère et avec joie, dans de vraies aventures d'émancipation. Parce que s'attacher, se tenir, c'est parfois l'horreur. Vous connaissez peut-être un grand texte de Dominique Fourcade qui s'intitule « La laisse ». La laisse, c'est un long poème qui a été écrit à partir des photos qu'on a vues circuler à partir des clichés interdits pris dans les geôles américaines, Abu Ghraib, Guantanamo, où on voyait une soldate, une femme soldat, assez petite, pas très costaud, tenir en laisse un prisonnier nu. Et Dominique Fourcade a écrit un texte sublime sur cette photographie. Il fait tourner les pronoms, il fait tourner les positions, les places de l'attachement et de la relation. C'est ma laisse, ta laisse, sa laisse, notre laisse, votre laisse, leur laisse, c'est moi, laisse, d'où il résulte qu'elle est moi, la soldate, la GI sur l'image, qu'elle est l'un de mes moi, et lui, celui qu'on tient en laisse comme un chien, et lui un autre de mes moi, et il y en a tant et tant d'autres dans le spectre, mais ces deux-là résument les choses. L'un de mes toi, l'un de mes lui, l'un de mes elle. La laisse peut se transformer en fouet pour le même prix. Humanité, qui es-tu pour me manquer à ce point? Qui suis-je pour que tu me fasses à ce point défaut? Et s'il faut décoller d'horreur, je le ferai, je l'ai déjà fait. Je suis cette laisse en vérité. Je suis cette laisse en vérité, dit Fourcade. Claudine Galéa, une femme de théâtre, elle aussi a été très saisie par cette photo. Et dans un texte qui s'intitule « Au bord », qui a été mis en scène il y a quelques années, elle dit que c'est la photo qui la tient en laisse, à son tour. Et voilà donc le grand lacis des dépendances, des ressemblances et des terreurs, l'échange terrifiant des places et des appels qui fait qu'effectivement s'attacher, se tenir, c'est pas toujours heureux ni même humain.
Et je retrouve aussi d'autres ambiguïtés du pronom nous, qui donc n'a aucune vertu mécanique. Et comme je le disais, il ne vaut que ce que vaut la cause qu'il place en avant de lui-même. J'en retrouve d'autres ambiguïtés dans un très long poème, très troublant lui aussi, de Bernard Noël, intitulé justement « Le monologue du nous ». C'est un poème qui fait éprouver très très fort le vertige du pronom nous, c'est-à-dire l'émotion collective à l'intérieur de chacun. L'émotion collective à l'intérieur de chacun, puisque nous, c'est je qui le dit à chaque fois. Et le texte de Bernard Noël, il transforme peu à peu la valeur du pronom, il la transforme avec lenteur, mais sur une ligne implacable, au long de laquelle il nous embarque et il nous tient. Il nous embarque en nous faisant passer du cœur même de l'énonciation, d'un premier nous, chaleureux, lyrique, indéfini, entièrement à venir, un petit peu comme celui du comité invisible en fait, un nous d'idées qui s'essaie autour d'un espoir révolutionnaire. Et puis le texte se brise et on passe à un autre nous, cette fois très précis, très référé, quantifiable, le nous 4 d'un petit groupe d'activistes qui se trouve conduit à tuer quelqu'un presque par hasard ou par surprise, relayé par un autre nous 4, plus jeune, plus pressé, déterminé à assassiner. Et donc le long texte de Bernard Noël qui nous promène en quelque sorte à l'intérieur de nous-mêmes avec ce nous, il nous fait éprouver à la fois la force d'appel, l'appel initial, rimbaldien, et l'espèce de pétrification ensuite du nous. Il nous entraîne en quelque sorte dans sa chute. Et le péril ici, ce n'est pas exactement la stabilisation ou la clôture du pronom nous, ce n'est pas le fait qu'il se réfère à un groupe précis qu'on pourrait nommer, c'est sa transformation en un projectile inerte, comme une bombe lancée depuis l'intimité de celui qui lit, et transformée en affect de mort. Et je crois que la grammaire, Valérie disait que la grammaire c'est une faculté de l'âme. Je crois que la grammaire, elle est faite exactement pour ça, pour penser et pratiquer des liens, pour penser et pratiquer des liens. Et la poésie, elle redouble cette pratique. Elle essaye, elle imagine, elle juge des liens, des façons de s'accorder et de se désaccorder, de s'attacher et de s'arracher les uns aux autres. Nous, donc, patiemment écouter, c'est un mot qui ouvre à la tâche infinie qui consiste à faire et à défaire des collectifs, j'insiste aussi à défaire des collectifs et des laisses. Et ce qui se manifeste alors dans la vie en commun, dans cette vie au nous, si je puis dire, c'est à la fois l'appel et à certains égards l'impossibilité de cette vie en commun, à la fois la reconnaissance et la négation, ou plutôt la protestation contre notre impossibilité à nous nouer les uns aux autres de façon cohérente, stable, juste, en paix. Nous avons à faire des collectifs non pas en dépit de ce qui nous sépare, mais avec cette indépassable conflictualité, avec elle, qui est à la fois la charge et la chance du politique, sa charge et sa chance. Et peut-être que le mot « nous », enfin c'est l'hypothèse que je fais, serait au fond quelque chose comme le pluriel non pas de « je », mais de « seul », le pluriel de « seul », le pluriel de « seul », autre, séparé. Nous ne se fait pas à partir de tous nos « je », qu'ils soient pleins ou troués, mais à partir de toutes nos solitudes, et Dieu sait si elles sont grandes, il les met en commun, c'est-à-dire qu'il les rassemble, qu'il les surmonte en les rassemblant, et pourtant qu'il les maintient, ces solitudes. Nous faisons et défaisons des collectifs avec ces solitudes, et non pas malgré elles. Nous ne nouons rien d'autre, et c'est déjà beaucoup, que notre égale incertitude, notre égale solitude, et donc aussi nos égales potentialités. Cette image, c'est celle d'une jeune femme qui s'appelle Daphné Bengoa, qui a fait un reportage photographique sur les constructions de Fernand Pouillon à Alger.
Fernand Pouillon, qui était un architecte qui a aussi participé à la reconstruction du Vieux-Port à Marseille après les destructions de la guerre, et un architecte qui était très soucieux de produire des espaces. Il disait bâtir pour la communauté des hommes, c'est-à-dire produire des espaces qui ménagent quelque chose de la possibilité du voisinage. Et j'ai trouvé l'écho de cette conviction que nous serait peut-être plutôt le pluriel de seul que le pluriel de je, dans une belle phrase de l'intellectuel et poète Franco Fortini, c'était un proche de Pasolini, au sujet des politiques d'émancipation. C'est l'histoire, dit-il, de ceux qui seuls ont décidé de ne pas être seuls, de ceux qui seuls ont décidé de ne pas être seuls. Et j'aime jusqu'à l'ambiguïté qui touche ce mot « seul », da soli en italien, et qui peut nous dire à la fois que ceux qui ont décidé de ne pas être seuls, ils l'ont fait depuis leur solitude, du cœur de leur solitude, et puis qu'ils l'ont fait de façon autonome, libre, tout seul. Et cette citation, je l'ai croisée dans le livre récent d'une philosophe, Patrizia Atzei, intitulé « Nous sommes embarqués », c'est la phrase de Pascal, sous-titrée « La politique, le pari », et qui culmine justement sur un pari du nous. Aragon, sublime, fait ce pari dans le dernier vers, le tout dernier vers de son dernier recueil, où le pronom « nous » s'institue en lieu d'un dénouement, d'un dénouage, nœud de liens qui libèrent, de lignes de vie qu'on laisserait filer, qu'on laisserait partir. Aragon, en effet, referme les chambres, et refermer ici, c'est d'éclore, les chambres, son dernier recueil, sur cette déliaison dans l'amour et l'engagement, par un appel d'air à même le nœud du nous. Un soir si beau que je vais croire jusqu'au bout dormir du sommeil de tes bras, dans le pays sans nom, sans éveil et sans rêve, le lieu de nous où toute chose se dénoue. Alors moi, dans ma propre aventure, disons, d'errance, de solitude, d'accord, d'amour et d'écriture, cet appel du nous, que j'ai fini donc par penser comme un appel à une pratique des liens et donc aussi des déliaisons, c'est-à-dire à une politique des attachements réels, cet appel s'est presque superposé à un autre sur le terrain de l'écologie et des luttes actuelles pour habiter autrement nos environnements. Parce que je suis entrée dans cette question pronominale accrochée à un mot, suspendu à un mot même, c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe dans l'écriture, surtout quand on écrit des choses qui sont de l'ordre de l'essai, et pas quand on laisse gonfler comme ça le monde possible et les personnages à l'intérieur du désir d'une histoire. Quand on écrit un essai, on s'en remet à un mot, aux chances qu'il ouvre, en espérant faire sonner la langue au plus juste, comme on jetterait un caillou dans un puits pour entendre le son qu'il rend, pour faire sonner la langue au plus juste et pour aller aussi loin qu'elle nous porte. Et ce mot auquel je me suis suspendue, c'est le quasi-homonyme de notre pronom, mais il s'écrit autrement, c'est le mot « nous », N-O-U-E-S. C'est un mot du paysage, c'est un mot de la campagne, c'est un mot de l'agriculture, c'est un mot de l'hydrologie, c'est un mot de l'eau dans le paysage. Et il a relancé pour moi tout le travail du pronom. Il m'a porté en fait vers toutes sortes de lignes, rivières, flux, attachements, lignes de vie et lignes de mort, encore des liens. Et je l'ai entendu comme une chance de percevoir le monde comme un très grand parlement de lignes, à nouer et briser et dénouer. Les nous, donc, avec un E. Ce mot-là, il m'était familier depuis toujours parce que dans la région d'où je viens, c'est un nom de lieu très très fréquent. Il nomme un état de l'eau, des façons de faire avec les eaux, en particulier les eaux de pluie, qui sont par là si abondantes. La région d'où je viens, c'est l'ancien bocage nantais, au bout de la Loire. Alors une noue, qu'est-ce que c'est ? Une noue, c'est une micro-zone humide en quelque sorte. C'est un petit fossé herbeux en pente douce
aménagées ou naturelles. C'est l'ancien bras mort d'une rivière, par exemple, qui recueille les eaux de pluie, qui permet d'en maîtriser le ruissellement et l'évaporation, qui permet de conserver cette eau, de la filtrer, de reconstituer les nappes souterraines et donc de ménager les terres sans conduit, ni tuyaux, ni égouts. Et puis c'est aussi un terme de la charpente, la noue, c'est la croisée entre deux planches qui canalisent les eaux pour rendre le toit étanche. C'est une espèce de Z, le Z des zones sensibles, de la zomia, des osios aussi. Les noues, ce sont donc des façons de s'y prendre avec l'eau, de savoir collaborer avec elle, avec son intelligence à elle et même avec ses débordements. Parce que quand ils sont maintenus, ces petits fossés, ça a l'air de rien, on dirait une flaque en fait, ou une ligne de flaque, ces petits fossés protègent des inondations les villages qui y sont continuellement exposés depuis les campagnes de remembrement. Et dans ma région très abîmée par cette industrialisation de l'agriculture, les noues sont un nom de lieu très fréquent et pourtant c'est une réalité et une pratique presque entièrement perdue dans ces zones d'agriculture intensive où les chemins sont aussi goudronnés qu'en ville, aussi imperméabilisés, aussi incapables de porosité et où les risques d'inondation se multiplient en fait d'autant. On ne sait plus y faire avec l'eau, on a éliminé les chemins creux, les talus, les prairies inondables. C'est une pratique disparue donc, et ces noms forment comme des espèces de fantômes de liens dans le paysage, puisqu'ils scandent véritablement tout le territoire. Des fantômes dans les paysages, il y en a plein. Si vous vous promenez le long du Rhône vers le delta, par exemple, vous marchez dans le lit de tas de Rhônes morts, de lits de Rhônes secondaires qui étaient présents jusqu'à il y a peu. Pareil, là, des noues qui sont des fantômes de liens dans le paysage. Et pourtant, c'est une pratique qui réapparaît tout à fait ailleurs, tout à fait autrement, parce qu'il y a une science des noues aujourd'hui en urbanistique ou en hydrologie, une science des noues, même s'il n'y a pas de code cartographique pour les identifier. Vous avez vu cette nouvelle qui est parue récemment, on a effacé plusieurs lignes d'eau ou plusieurs zones humides des cartes officielles pour ne pas avoir à traiter le problème, là où il y en aurait encore à protéger. Donc il y a une science des noues, et elle se transporte aujourd'hui jusque dans les villes, en hydraulique alternative en quelque sorte, quand on essaie de se passer des tuyaux et des canalisations enterrées, quand on cherche à désimperméabiliser la ville, quand on cherche à ménager des possibilités d'infiltration pour rafraîchir la ville, et on a très bien compris ce que ça pourrait faire l'été dernier. On commence tout juste en fait à en avoir une expérience tout à fait sensible et intérieure de ce désastre climatique. On dirait que les choses se sont enfin réveillées depuis que ça fait quelque chose à nos corps, par exemple, de cramer sous 45 degrés sous la tôle parisienne. Il fallait que le problème devienne véritablement éprouvé physiquement. Donc on fait des noues quand on essaye de ménager des possibilités de rafraîchissement ou de recréer des rivières urbaines, des freillages, des porosités, et en tout cela de rouvrir un dialogue avec l'eau. À Bruxelles, par exemple, la municipalité avait entrepris il y a une vingtaine d'années de construire ce qu'on avait appelé un gigantesque bassin d'orage sous l'une des places principales de la ville, la place Flaget. Un bassin d'orage, c'est-à-dire en fait une énorme citerne pour vite conduire à l'égout l'eau de pluie pour qu'elle soit bien polluée et qu'ensuite on ait bien à la nettoyer. Il s'agissait donc de récolter les eaux de pluie. Alors, c'était dans une intention importante, démocratique pourtant. Il s'agissait de diminuer les risques d'inondation. Parce que régulièrement, en effet, pendant les grosses pluies d'été, les fonds de la vallée bruxelloise sont envahis par ce qu'on appelle des rivières flash, qui pénètrent les caves, les rez-de-chaussée, les tunnels. Et 8 ans de travaux étaient prévus pour endiguer la colère de ces eaux, qui sont en fait refoulées de la surface de la ville depuis bien trop longtemps, qui passent
par les canaux d'égout, en fait, et dont le refoulement crée des difficultés en cascade. Mais certains habitants ont refusé cette solution du bassin d'orage. Ils ont refusé notamment d'être dressés les uns contre les autres, ceux de la place en amont contre ceux de la vallée en aval. Ils ont cherché d'autres solutions plus collectives, plus inventives. À l'imposant bassin d'orage, à cette grande citerne centralisée qui traite les eaux de pluie comme des rebuts, ils ont tenté d'opposer des techniques d'intelligence collaborative, plus modestes, plus dispersées, qui puissent témoigner de la solidarité de tout un bassin versant et d'une compréhension de l'eau comme ressource, c'est-à-dire évidemment comme commun. Ils ont rencontré des urbanistes, ils ont cherché à considérer le territoire dans sa totalité, ils ont réfléchi ensemble avec les habitants de la vallée, ils ont proposé de ralentir l'écoulement par des approches d'architecture, par des approches végétales, en utilisant des plantes pour favoriser l'évaporation, en utilisant le potentiel d'infiltration du sol. Il suffit de ne pas jointer les pavés, par exemple, de ne pas tout bitumer. En travaillant donc à dégager de nouvelles rivières urbaines, et en tout cela, ils ont renoué avec des savoir-faire et un vocabulaire, celui des nous en particulier, celui des nous, décidément. Et ce sont des phrases somptueuses que leurs actions tracent dans le paysage bruxellois, même lorsqu'elles ne se font pas tout à fait entendre. Et sur la place Flagey, la lutte a été plus ou moins perdue, le bassin d'orage a été construit. Même lorsqu'elles ne se font pas tout à fait entendre, ces phrases et ces pensées percolent ailleurs, elles font des lignes à suivre, elles tracent des pistes, des désirs, des pensées qui s'infiltrent, qui coulent, qui pénètrent ailleurs, dans d'autres quartiers ou d'autres villes. Et tout change en ce moment dans d'autres quartiers bruxellois, par exemple à Forêt, et ça sert d'exemple pour d'autres municipalités, notamment la municipalité de Lille, qui s'intéresse beaucoup à ce qui est en train de se passer dans ce type d'action. À Montreuil, en revanche, dans la banlieue de Paris, le bus numéro 122 marque l'arrêt à la Noue Clos français. La Noue Clos français, vous connaissez peut-être cette Noue-là. C'est une cité délaissée, bruyante, violentée, maltraitante et maltraitée, mais où on vit aussi comme on peut, on maintient des liens, on tente des choses, on pétitionne, on ramasse soi-même les ordures, ou bien parfois on lâche, malgré le tissu associatif et les efforts de rénovation, on lâche l'affaire, à l'ombre de la galerie marchande fantôme qui n'en finit pas de refermer ses rideaux métalliques, coincé dans l'un de ces quartiers où la France effectivement enclôt. Les nous, pourtant, font accueil aux luttes, elles rouvrent les lits de rivières anciennes où les eaux tendent à revenir en cas de débordement. Ce qui découle des nous, en effet, déborde. Je cite un article de l'encyclopédie. Quand la rivière déborde, elle laisse après l'inondation des nous, backwaters, qui évoluent parfois en lacs temporaires ou en marécages semi-permanents. Ces nous ressemblent beaucoup à certaines mares de plaine ou de forêt ou à certaines délaissées de lacs. Au milieu de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, d'ailleurs, un lieu-dit porte ce nom et continue de le porter malgré les destructions et les délogements du printemps 2018, la Noue, et plusieurs autres un peu plus loin, mais c'est le même mot, la grande Noue, la petite Noé, la Noé verte. Les champs de Notre-Dame-des-Landes, le bois de Troncet, les bassins versants du Tarn et du Tescou, où était projeté le barrage de Sivins, ce sont autant de zones humides comme des nous en grand, des ressources écologiques évidemment, mais aussi de véritables lacs d'impatience, des territoires où s'énoncent des idées de vie, de pratiques, de liens, des idées d'une vie autre, mais qui est déjà là. Des idées d'une vie autre, mais qui est déjà là. Parce qu'au XXe siècle, 2/3 des surfaces des zones humides ont disparu en France, et la fragilité de ces écosystèmes est en lien direct avec la violence sociale qui s'éprouve en tant d'endroits du territoire. À Sivins, d'ailleurs,
Rémi Fraisse s'intéressait à la protection des renoncules à feuilles d'ophioglosse, une plante sauvage rare des prairies humides et ouvertes. Et sous la boîte aux lettres de l'une des noues de Notre-Dame-des-Landes, quelqu'un avait d'ailleurs ajouté 2 mots, non plus, la noue non plus. C'était devenu le nom du lieu où l'on avait construit une cabane. Elle est là. Elle a été dessinée par un collectif réuni autour de Christophe Laurence, urbaniste, architecte, des croquis qui font honneur donc à ce qui avait été construit, qui sont rassemblés dans ce livre qui s'appelait Notre-Dame-des-Landes, ou Le métier de vivre. C'était le titre de Pavese, Le métier de vivre. On y avait construit une cabane, donc que voilà, à la noue non plus. Une cabane qui a été détruite comme les autres dans la grande opération de répression du printemps 2018, et honte à ceux qui ont détruit cette preuve d'une vie autre, faite à la fois d'une tendresse élargie pour le sol, et donc de cette scène grammaticale, de cette scène pronominale, en forme à son tour de projectile. Et puis une dernière marche ou un dernier tour de manège, je me suis aperçue que ce mot, la noue, était déjà un peu fétichisé, détourné ou en passe d'être confisqué, trop vite proféré, exactement comme le pronom nous, parce que dans certains espaces, des programmes urbains promettent à qui mieux des noues paysagères, comme une espèce de concession faite à un esprit vaguement écologique. Vous inquiétez pas, on fera des noues. Alors qu'ils se soucient très peu de lutter contre les refoulements, les expulsions, de rouvrir la ville et d'en faire un espace vraiment poreux au flux, au déplacement, aux liens, en sorte qu'on entend peut-être que les mots, eux aussi, sont des zones à défendre. Dire nous, donc, et savoir ce qu'on veut dire quand on le dit, ça serait, et je finirai par là, ça serait juste pour recommencer à croire aux liens, parce que s'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que c'est bien d'une absence de lien que nous crevons en ce moment. C'est tout, j'ai fini.